Patrick, tu voulais nous parler. Tu avais un grand sujet pour nous. Oui, bah, c'est un sujet qui me tient à cœur, et tous ceux qui me connaissent le savent, c'est le sujet de la croissance externe, sachant Racheter que une entreprise. racheter une entreprise, racheter une entreprise. Alors, rappelez-vous le contexte, hein. Depuis le début de la crise, on vous a alerté un peu en avance sur les précautions à prendre, puis si vous avez suivi nos conseils et si tout s'est bien passé, vous avez pris à la fois un prêt PPI, un PGE, vous avez géré intelligemment votre trésorerie. Et donc, vous nous avez posé très vite la question, très bien, maintenant, l'entreprise fonctionne normalement, elle s'adapte à la crise, on a du cash, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je vous avais donné trois conseils. Le premier conseil, c'était de recruter du talent. Je vous ai expliqué où le trouver et comment le faire venir chez vous. Le deuxième conseil, c'était de faire des mafia offers, c'est-à-dire d'utiliser votre cash pour faire des offres irrésistibles que les clients euh, vont donc adorer et donc de prendre de la vitesse par rapport à votre marché et à vos concurrents en utilisant votre cash pour ça. Et enfin, vous retrouvez tout ça dans les chroniques publiées sur la chaîne YouTube, bien sûr, et sur les réseaux sociaux. Et troisième idée, d'acquérir des fonds de commerce. Alors quand je parle d'acquérir des fonds de commerce, c'est bien entendu l'idée de compléter votre organisation, votre entreprise actuelle avec euh, des, euh, des entreprises complémentaires et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pendant des années, vous le savez, on a aidé un grand nombre de nos clients à marcher dans cette voie et avec plutôt un bon succès. Simplement, les méthodes qu'on utilise habituellement, les pratiques que nous avons développées au cours des 25 dernières années pour les entrepreneurs, lorsqu'on est dans un moment particulier, il faut les ajuster. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois des choses fondamentales pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ces concepts ou la façon dont Melsion traite ces concepts, et puis une adaptation qui fait que même si vous connaissez bien notre discours habituel, vous allez peut-être être surpris. Donc, là, je vous fais une citation pour commencer, hein, qui est bien sûr pourquoi est-ce qu'on peut avoir pourquoi avoir un seul moteur quand on peut en avoir deux? Parce que évidemment, la croissance externe est souvent présentée comme le deuxième moteur, hein. Il y a la croissance organique et puis il y a la croissance externe, et on parle des deux moteurs de croissance. Alors, euh, ça vous permet de contribuer à votre projet entrepreneurial. Et à travers, donc, soit une accélération de votre croissance dans notre entreprise actuelle, en rajoutant de nouvelles activités à votre projet entrepreneurial. C'est complémentaire et il ne faut pas les opposer, et je dirais même qu'il faut être très conscient que le premier moteur doit rester la croissance organique. La croissance organique, c'est quand vous avez réglé vos voiles, que vous savez d'où vient le vent et que le bateau avance sous une allure relativement agréable et avec une vitesse convenable. Mais on peut effectivement lancer le SPI comme le savent les marins dans certaines circonstances. On peut avoir un deuxième moteur sur sa voiture et effectivement, ça peut changer la vitesse à laquelle on avance. Il y a deux, globalement, formes, hein, de croissance externe qui se justifient. Celle qui est offensive, je vous donne un exemple. Je suis présent plutôt en Île-de-France dans mes activités. Je voudrais couvrir allez, l'arc atlantique ou la région nord ou la région Rhône-Alpes. Eh bien, je vais aller à l'offensive sur un territoire qui n'est pas encore le mien. Il y a déjà des gens qui font mes produits et mes services sur cette zone-là. C'est donc plutôt offensif. En revanche, je m'aperçois qu'un de mes concurrents vient de lancer une activité de maintenance en plus de l'activité de livraison, installation de produits neufs. Eh bien, moi, je n'ai pas cette activité de maintenance. Il vient commencer à offrir une chaîne de services qui est plus large que celle que j'ai. De façon défensive, je vais acquérir une entreprise qui fait de la maintenance pour moi aussi proposer ces services. Et là-dedans, on peut regarder toutes les variantes, bien sûr. Alors pourquoi considérer cette stratégie? Eh bien, tout d'abord, c'est que il faut qu'il y ait un potentiel suffisamment élevé, hein.
Rappelez-vous, il y a dans chacune des décisions que nous prenons, le lancement d'un nouveau produit, l'ouverture sur un nouveau territoire, j'en parlais tout à l'heure, le rachat d'une entreprise, pourquoi pas, un risque qui ne doit être évalué que par rapport au rendement. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais prendre de risques. Vous connaissez ma phrase préférée, on peut prendre les risques qu'on veut du moment qu'on les prend les yeux ouverts, hein, donc là, avec les grands yeux bien ouverts. Et là, c'est pareil. Évidemment, essayez de reprendre une entreprise qui vous apportera quelque chose de marginal. Eh bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben, pas forcément, on le verra. Deuxièmement, la grande idée, c'est celle du fit stratégique, c'est-à-dire j'élargis, ma chaîne de valeur, je peux m'intégrer, vers l'amont, ou vers l'aval. Je peux racheter un de mes distributeurs. C'est ça un de nos clients récemment, une entreprise, mondialisée. Dans un certain nombre de pays, elle a des filiales, dans un certain nombre de pays, elle a des distributeurs. Eh bien, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'un des distributeurs qui était relativement, dont le dirigeant était relativement âgé, s'est vendu à un de ses concurrents. Alors là, je vais vous le dire, la série Les mauvaises nouvelles, c'est qu'à la fois vous perdez votre, distributeur local, mais ça veut dire que votre concurrent, lui, il a accès à tout votre fichier client local puisqu'il a acheté votre distributeur, hein, qui est une entité indépendante. Donc on a mis au point une stratégie, on a regardé un petit peu les pays dans lesquels il y a des distributeurs et on en a trouvé 3 dans lesquels il apparaissait raisonnable d'engager des discussions avec les distributeurs en vue de les acquérir. D'accord? En vue de les acquérir. Et donc, c'est ce qu'on appelle une intégration vers l'aval, hein, on prend le contrôle de sa chaîne de distribution. Il y a aussi des intégrations amont. On a des cas où on va aller chercher une compétence clé qui permet, dans notre processus, de garantir une forme de qualité, éventuellement, c'est rarement le cas, mais éventuellement, de gagner sur les coûts. Alors, on le fait aussi parce que on cherche des talents. Alors, les Américains ont un terme superbe pour ça qui s'appelle acquire. Donc, j'achète une entreprise parce qu'en fait, je voudrais recruter l'équipe de gars super intelligents qu'il y a là-dedans, super compétents. Et donc, du coup, c'est une forme de recrutement qu'ont pratiqué beaucoup les entreprises de technologie américaines. Les entreprises de technologie chinoises le font également, mais c'est vieux comme le monde, hein, depuis longtemps. Vous avez tous les grands groupes européens, y compris les grands groupes français, qui savent très bien aller chercher la petite boîte d'ingénieurs compétente qui a de son côté résolu une partie du problème que le bureau d'études du grand constructeur ou de la grande entreprise n'avait pas résolu. Donc, on peut acquérir une entreprise parce qu'on veut le talent qui est dans cette entreprise. On veut que ce talent rejoigne notre projet. Et puis enfin, et il faut en parler, hein, l'entrepreneur est à la fois le dirigeant, mais aussi le propriétaire, hein, de son entreprise. Il peut tout à fait, en tant que propriétaire de son entreprise, penser à une diversification. Alors vous êtes nombreux à nous avoir interrogés sur l'opportunité, en fonction des marchés dans lesquels vous êtes implanté actuellement, à dire mais est-ce que je ne pourrais pas avoir une autre entreprise qui ferait complètement autre chose? Est-ce que ça ne serait pas plus solide d'ailleurs si j'en avais 3, 4, 5, 6 et que je passais mon temps à être plutôt leur actionnaire intelligent, ce que nous appelons en notre jargon Melchion l'actionnaire actif, plutôt que le dirigeant d'une seule entreprise. Et oui, bien sûr, ça dépend de votre maturité, ça dépend de votre envie. Ce n'est pas forcément la panacée, mais on peut tout à fait imaginer qu'un entrepreneur puisse avoir plusieurs entreprises dans des secteurs différents, ce qui d'un coup, d'un point de vue évidemment patrimonial, mais pas seulement, intellectuel, etc., permet de diversifier son action dans différents métiers. Alors, tout de suite, je vous emmène à un point clé de notre philosophie. Notre philosophie, c'est de dire qu'il y a 2 typologies, de croissance externe, celle dans laquelle il y a une vente et celle dans laquelle il y a une transmission. Alors, une vente, le premier critère du vendeur, de la personne qui veut éventuellement céder son entreprise, hein, eh bien, si c'est l'argent, et c'est assez facile à voir, si l'argent est le premier critère du cédant, vous êtes dans le cas de figure de la vente. Si l'argent n'est pas le premier critère de la vente, mais que c'en est un autre, qui peut être multiple, d'accord, vous êtes probablement dans une situation de transmission. Et très très tôt dans les dossiers, quand vous allez regarder, dans les opportunités qui vont s'offrir à vous, je vous propose de faire cette différence. Pourquoi faire cette différence? Ça, c'est simple. L'entrepreneur n'est jamais le plus riche à la table des négociations.
Et donc, il ne faut pas passer une seconde à s'intéresser à des dossiers dans lesquels l'argent est la première variable de décision du cédant. Pas une seconde. C'est-à-dire que vous ne devez regarder que les dossiers dans lesquels l'argent est un critère secondaire du choix. Alors, il peut être secondaire mais important, hein, mais il est secondaire. Parce que, évidemment, il est assez rare que vous ayez les poches les plus pleines lorsqu'il s'agit de faire une offre, et notamment dans des processus d'enchères. On voit ça de temps en temps dans le marché. C'est organisé par une banque d'affaires qui ont un cabinet de conseil qui dit ben voilà, ben vous allez me remettre votre offre et puis on vous dira si vous êtes dans le top 3. Et puis si vous êtes dans le top 3, vous avez le droit de nous faire une deuxième offre. Et puis après, si jamais vous êtes retenu, ben, éventuellement, on discutera avec vous. Ça, vous oubliez, c'est pas pour vous. D'accord? Et donc, vous vous concentrez sur l'autre cas de figure. Alors l'autre cas de figure, il est intéressant parce qu'il se passe quelque chose de profondément intéressant en ce moment. C'est que, et comme à chaque fois qu'il y a une grande crise, il y a un certain nombre de propriétaires d'entreprises qui se posent des questions et elles sont légitimes. Particulièrement s'il a 65 ans ou plus, ça n'est pas unique, mais si on sait une catégorie de propriétaires d'entreprises et dirigeants qui ont 65 ans, et c'est pas mal d'avoir 65 ans, c'est un bel âge. Si son entreprise a encore un avenir, parce que bien entendu, dans la crise, ce qui va se passer, que c'est un changement rapide, d'accord? Et donc on voit tout d'un coup des gens qui avaient une forme de marché, et ce marché, on n'est pas sûr qu'il n'ait pas complètement changé en quelques mois. Et donc du coup, je vous propose de vous intéresser aux entreprises qui ont un avenir visible, compréhensible. Le cédant peut aspirer à une vie plus équilibrée, hein. Quelqu'un de 65 ans qui est chef d'entreprise, c'est probablement quelqu'un qui est depuis 40 ans, en tout cas plusieurs décennies, et potentiellement 40 ans, patron de sa boîte, entrepreneur. Est-ce qu'il peut aspirer à une vie plus équilibrée? Probablement. D'ailleurs, nous, on dit souvent, hein, la retraite pour les entrepreneurs, ça n'existe pas parce que once an entrepreneur, always an entrepreneur. C'est-à-dire que si c'est une façon d'être et de voir le monde, bah, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd ça. D'accord? Mais néanmoins, on peut avoir envie d'une vie plus équilibrée et de ne pas forcément avoir j'allais dire, toute la palette de responsabilités qui vont avec le fait d'être dirigeant de l'entreprise. Alors même, et c'est le paradoxe, que dans la tempête, le capitaine doit être sur le pont, il doit réinventer les modèles, il doit soutenir ses équipes. Donc vous voyez le paradoxe, il y a une catégorie de dirigeants d'entreprise qui ont un certain âge, dont l'entreprise a encore un avenir, qui lui-même, à titre personnel, peut avoir envie de ne plus être à 200% dans son entreprise, alors même que c'est ce qui est nécessaire. Et ça, c'est un élément qui n'arrive que pendant les périodes de crise. Deuxièmement, si vous voulez vous intéresser à ces projets de croissance externe, vous avez besoin de 5 types de réserves. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est se regarder soi-même et se dire, est-ce que j'ai assez de force managériale dans mon entreprise pour que quand je vais aller m'occuper un peu de cette nouvelle entreprise que j'achète, mon entreprise actuelle sera bien managée, voire même idéalement, c'est rarement le cas, est-ce que j'ai assez de capacité managériale dans mon entreprise pour que à la fois, quand je vais m'extraire un petit peu de son quotidien, elle soit bien managée et que je puisse emmener avec moi quelques personnes dans la nouvelle. Ça, ne rêvons pas, c'est assez rare, mais ça permet de se poser la question. Ça permet d'ailleurs de voir les trous dans la raquette que vous avez peut-être dans votre propre organisation. Deuxième type de réserve, l'énergie. Si vous vous sentez pas très en forme, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez déprimé, la croissance externe, c'est pas pour vous. Ça veut dire que vous avez probablement besoin de reconstruire votre énergie au bon niveau pour être en phase avec les exigences de la situation actuelle dans votre entreprise. N'allez pas prendre cette énergie et la couper en deux, elle est déjà suffisamment basse. Si elle est basse, vous la coupez pas en deux pour aller sur 2 projets. C'est une recette pour le désastre. Enfin, vos réserves d'envie. Beaucoup d'entrepreneurs ont plein d'envie, et puis beaucoup d'entrepreneurs disent, moi je suis très très content avec ce que j'ai aujourd'hui, et probablement que c'est des cycles. On peut passer par un cycle où on a envie, puis des cycles où on n'a pas envie. Donc, même si rationnellement vous vous dites, ça serait chouette de me faire une intégration amont ou une intégration aval,
Il faut regarder si vous avez cette réserve d'envie disponible pour partir vers un projet majeur. Le temps, bien sûr. Hein, si vous venez d'avoir, c'est le cas d'un client que j'ai vu récemment, 2 jeunes enfants en moins de 3 ans, bah, d'abord on peut questionner le niveau d'énergie parce que ça fait déjà un petit moment que vous dormez plus assez, mais surtout, vous n'avez pas de temps. C'est-à-dire si c'est, heu heu, pour abandonner les premières années de vie de votre de vos enfants et laisser à votre conjoint, le la difficile tâche la difficul ouais, la tâche difficile, pardon, de vous mettre dans, les premiers mois et les premières années d'une famille, enfin, en tout cas de vos enfants, c'est pas la bonne idée, d'accord? D'aller faire une croissance externe. Il vaut mieux vous dégager du temps, pour aller passer du temps avec votre famille. Et enfin, bien sûr, les réserves financières. Aller faire de la croissance externe, ça n'est pas quelque chose que l'on fait quand on n'a pas assez de réserves financières. Enfin, où trouver les projets intéressants? Bien, c'est toujours simple, on me dit: «Ah oui, mais tu dis qu'il y a des milliers d'entreprises à reprendre en permanence». Oui, on estime qu'il y a environ 20 000 entreprises en vente à tout moment, dans un pays comme la France. Ce qui veut dire, globalement, qu'il y en a à peu près 100 000 à revendre en Europe et puis, peut-être 300, 400, 500 000 à revendre, acheter dans le monde. On parle d'entreprises qui sont en train de chercher un acheteur, hein, de propriétaires qui cherchent un acheteur pour leur entreprise. Donc si on dit qu'il y en a 20 000 en permanence en France, oui, il y en a forcément une pour vous, voire même 10, 20 ou 30 pour vous. Et où est-ce qu'on les trouve? Alors d'abord, comme toujours, comme pour le talent, hein, vous vous souvenez, dans votre réseau. Vous connaissez déjà des entreprises dont l'actionnaire président, dirigeant a le profil clé que j'ai décrit plus tôt. Et vous savez déjà si ces entreprises sont ou pas de qualité, comme pour le talent. Donc, ouvrez les yeux, faites un peu d'introspection dans votre réseau. Deuxième chose, parlez à votre écosystème. Vous avez autour de vous un expert comptable, un avocat, un commissaire aux comptes, des banquiers, vous avez autour de vous des fournisseurs, vous avez autour de vous des clients. Engagez la conversation en disant: «Ah mais écoutez, je ne sais pas si vous entendez parler de quelque chose d'intéressant, quelqu'un qui veut, éventuellement, organiser un rapprochement avec son entreprise. Moi, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas» et vous allez voir que votre écosystème va vous envoyer effectivement des contacts parce qu'eux aussi passent leur temps à parler avec plein de gens. Les sites d'annonces de session, alors ça fait toujours rire quand je dis ça, mais moi j'ai quand même beaucoup de clients qui ont trouvé de très belles affaires qui étaient en vente, de façon tout à fait inattendue sur, les sites d'annonces, de cession d'entreprise. Alors c'est plutôt les entreprises de petite taille, oui, mais c'est pas idiot d'acheter une entreprise de petite taille, hein, le risque est souvent proportionnel à la complexité, à la taille de l'entreprise qu'on achète. Donc, complété par un fonds de commerce de quelques millions d'euros, ou de le business que vous avez aujourd'hui, c'est plus simple que d'essayer de racheter une boîte qui fait votre taille, hein. Ça, c'est jamais, quelque chose que vous nous entendrez vous conseiller facilement, en tout cas. Dans les réseaux, hein, un hommage au réseau du CRA, hein, Cédants et repreneurs d'affaires. C'est un réseau de bénévoles, composé de chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui, dans toute la France, aident les entrepreneurs, on va dire, d'un certain âge en général, à reprendre, enfin à proposer leur affaire à des gens plus jeunes. Et donc il y a un petit système avec une formation qui est bien faite, et surtout il y a une base de données d'entreprises qui sont en recherche d'un repreneur. Le CRA, c'est une excellente adresse, les gens on croise assez régulièrement et on les aime beaucoup. C'est pas les seuls, mais ceux-là, un hommage en passant. Et puis bien sûr, ben, dans votre écosystème, je dirais plus direct, hein, fournisseurs, clients et distributeurs, j'en ai un peu parlé, tout à l'heure. Donc imaginons que ça y est, vous êtes décidé, vous avez fait votre check, j'ai suffisamment d'énergie, j'ai suffisamment de réserves, j'ai suffisamment d'envie, j'ai suffisamment de temps, j'ai suffisamment de compétences managériales, j'ai trouvé un projet intéressant, j'ai compris, pourquoi ça aurait du sens que je le fasse pour me diversifier, au contraire m'intégrer, si ça me rajoute quelque chose d'utile, donc je suis prêt à réfléchir. Et là maintenant, la question c'est comment on fait? Donc je vais vous donner aujourd'hui 3 idées fortes et non conventionnelles. Alors avec nous, c'est souvent non conventionnel, mais non conventionnelles dans les non conventionnels pour s'adapter à la période actuelle, hein, c'est au carré. La première idée, c'est que, il faut oublier les banques.
C'est-à-dire que je suis persuadé, c'est mon opinion, il y a des gens qui pensent différemment et j'ai des discussions formidables en ce moment avec les gens qui pensent différemment, que les banques ne financeront pas d'acquisition dans les 5 ans qui viennent. Et pourquoi? Au moins, en tout cas dans les 2 prochaines années. Comment le pourrait-elle? Vous savez qu'une banque, ça regarde un peu le passé et un peu le futur pour savoir comment vous allez rembourser le prêt qu'elle vous fait. D'accord? Donc là, on est dans le financement de l'acquisition, mais c'est important. Les comptes 2020 des entreprises, on l'imagine, c'est le cas pratiquement pour tout le monde, sauf d'heureux chanceux, vont être dégradés. Mais pire, les comptes 2021, c'est-à-dire en gros l'activité à venir est pour beaucoup d'entrepreneurs tout à fait brumeuse. Et les banques qui collectent toute cette information provenant de tous les secteurs de l'économie, de toutes les tailles d'entreprise, elles en sont parfaitement conscientes. Est-ce que le commerce va grimper? On n'en sait rien. Est-ce que l'industrie dans tel secteur va se comporter de telle et telle manière? On n'en a aucune idée. Et donc, d'abord, l'avenir, pardon, par définition, est inconnaissable. Mais quand on essaye de faire un exercice raisonné pour se dire que va-t-il se produire raisonnablement, quel est en quelque sorte le tunnel, dirait Michel Godet. Bonjour Michel. Si tu essayes de prévoir les différents scénarios qui vont construire une vision raisonnée de l'avenir, ben, il y a tellement de variables et tellement d'inconnus que les banques, me semble-t-il, vont se retrouver dans une difficulté pour financer des acquisitions. Alors comment on va faire? Parce que si on n'a pas le financement bancaire pour faire une acquisition, ça va devenir très compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on va utiliser son propre cash à 100? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Deuxième idée, acquérir une entreprise, ça n'est pas une question d'argent. Je vais le répéter là, calmement, et avant que vous criez très fort en débloquant vos micros, ça n'est pas au principal une question d'argent. Parce que si l'objectif du propriétaire, c'est de transmettre son entreprise, ce que vous devez démontrer, c'est que vous êtes digne de prendre la suite. Vous devez démontrer vos valeurs et la qualité de votre projet pour son entreprise. Et ça, c'est un contre-pied total. En général, quand on est acquéreur d'une entreprise, on se sent fort, on a le drive, on a le cash, on a éventuellement la confiance de sa banque, et on se dit, ben, finalement, je suis plus fort que celui qui vend. Alors déjà, c'est une erreur et l'orgueil est un péché, je vous le rappelle, donc c'est pas un hasard qu'on l'a classé dans la série historique des choses qu'il vaut mieux éviter. Mais deuxièmement, dans une logique de transmission, vous n'êtes pas un acheteur. Vous êtes le successeur. Vous êtes celui qui va continuer le travail fait par le propriétaire et dirigeant précédent. Et si vous êtes dans cette logique, eh bien, ça n'est pas un sujet d'argent. Plus exactement, ça n'est pas principalement un sujet d'argent. Deuxième idée. Troisième idée. Ah oui, quand même, juste un petit plaisir. Les valorisations de 2019, moi je considère que c'est une autre époque géologique. C'est-à-dire que ça n'est pas le passé immédiat, c'est l'extinction d'aberrations qui ont duré trop longtemps. Alors, je ne suis pas naïf, c'est ma 6e crise. Donc je sais bien que les excès d'hier reviendront sous une autre forme, mais je suis profondément heureux de considérer que, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, ces époques de valorisation et de pratique sont derrière nous. Alors, troisième grande idée, intégrer le temps. Évidemment, reprendre une entreprise, c'est 5 à 10 ans. Oui, au bout d'1 an, on a les premiers résultats, au bout de 2 ans, on a lancé des nouvelles choses, au bout de 3 ans, on a mis à peu près les éléments sous contrôle qu'on aimerait bien, mais la réalité, c'est qu'une entreprise, c'est avant tout un groupe d'êtres humains qui choisissent de travailler ensemble avec vous et que pour gagner leur confiance, pour que ça fonctionne bien, pour que vous ayez fait l'ensemble des choses qu'il y a à faire quand on reprend une entreprise, c'est plutôt 5 à 10 ans. Deuxièmement, le propriétaire actuel,
celui à qui vous allez acheter des actions qui composent le capital de l'entreprise, il va être très affecté si la rupture est trop brutale entre son rythme de dirigeant d'aujourd'hui et le rythme qu'il imagine ou que son conjoint imagine pour lui souvent, qui est un rythme de repos, de marche en forêt, de, de, de bridge les soirs, de bridge les étés d'hiver, etc. Donc, il y a une dimension temps qui vous concerne et il y a une dimension temps qui concerne le cédant, hein, les deux. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous proposer un blueprint, un canevas, une méthode qui, évidemment, est imparfaite, mais qui me semble être le bon cadre de référence pour réfléchir en ce moment à la façon d'acheter. Alors, ça concerne ce modèle, une société à acheter qui est en bonne santé et à un avenir raisonnablement prévisible, hein. Je ne veux pas que vous appliquiez ce modèle à des entreprises qui seraient en difficulté, qui auraient perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, dont on ignore si elles ne reperdront pas encore 50% de l'année prochaine, etc., etc. Ça serait un autre modèle qu'on utiliserait, pas celui-là. Mais donc, vous avez trouvé une cible, elle est en bonne santé et vous voulez réfléchir à l'acheter. Bon, première chose, c'est donc un projet de rapprochement et pas d'acquisition. Et donc, un projet de rapprochement, c'est quelque chose qui bénéficie aux deux entreprises, la vôtre et celle que vous achetez. Deuxième axe, il faut commencer à chiffrer avec le cédant et, si possible, ses équipes, le futur. Il faut parler avec eux. On n'achète pas une entreprise sur un dossier. Donc, on fait ce qu'il faut pour être autour d'une table avec le maximum de gens à parler d'avenir. Souvent, le cédant, il ne voudra pas que vous parliez avec ses équipes dans un premier temps. Vous devez essayer de le convaincre, c'est la meilleure solution. Sans doute parler un petit peu avec lui d'avenir et puis après dire ah oui, et là, est-ce que ça ne serait pas bien d'inviter le responsable technique ou le responsable de production ou le CTO? Ce serait pas mal d'inviter le directeur commercial, hein, etc., etc. Ensemble, après avoir défini une sorte de projet commun, vous devez faire la trajectoire raisonnable des cash flows. C'est un exercice qui est délicat, mais il y a des gens qui peuvent vous aider pour ça. Il s'agit de ne pas s'enthousiasmer plus que de raison, mais ne pas non plus se faire peur plus que de raison, et d'essayer d'obtenir une hypothèse raisonnable, peut-être un tunnel d'hypothèses, d'accord, de ce que pourrait être le cash flow futur. En général, on fait ça pour le présenter à la banque, et là, on va faire ça dans un autre but. Et enfin, c'est peut-être le plus important, utiliser ses contacts avec le dirigeant actuel, le propriétaire, pour lui prouver que vous avez un projet à long terme. Parce qu'un des éléments de sa décision, ce sera de se dire, eh bien, si je confie mon entreprise à cet entrepreneur, eh bien, je pense qu'il va en prendre soin dans les prochaines années et pourquoi pas les prochaines décennies. Une fois qu'on a dit ça, on a fait toute la partie qui vous permet ensuite de faire une proposition et voilà ce que je vous propose de proposer. Alors, en termes de prix, je propose qu'on soit raisonnable et qu'on offre 1 à 2 fois l'EBITDA 2019, c'est-à-dire en fait 1 à 2 fois la génération de cash de l'entreprise avant charges financières et les impôts, et qu'on offre en complément de prix 20% de l'EBITDA 2021-2025. On tombe d'accord que le cédant, pour le prix de ses actions, recevra ce prix, donc 1 à 2 fois l'EBITDA, de l'année dernière, hein, qui est normalement une bonne EBITDA, et 20% de l'EBITDA futur. On ne rajoute pas la trésorerie dans le prix. Alors j'entends déjà les hurlements de nos amis experts comptables et spécialistes de ces questions d'acquisition. C'est le choix que je fais. Je dis qu'en période de crise, la trésorerie appartient en totalité à l'entreprise et non pas, comme on le voit, la trésorerie d'exploitation reste l'entreprise et tout ce qu'il y a au-dessus de la trésorerie d'exploitation va vers le propriétaire, l'actionnaire, on le rajoute dans le prix. Non, je suis opposé à ça. La période est trop compliquée pour qu'on prenne le risque de racheter une entreprise qui se retrouve en difficulté avec sa trésorerie. Et je pense que
C'est important d'être assez clair sur ce point parce que la plupart des gens avec qui vous allez parler ne voudront plus vous parler après ça. Et c'est OK. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce modèle. Payer maximum, et là on est maintenant dans le paiement du prix, une fois l'EBITDA au closing. D'accord ? Ça, c'est probablement de vos propres réserves d'entreprise ou personnel que viendra cette somme. C'est pour ça qu'elle soit relativement basse. Crédit vendeur pour le complément du prix sous la forme d'une obligation convertible à 5 ans. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait, nous, depuis des décennies, même ça a été plutôt les premiers à le faire, parmi les premiers à le faire, il y a longtemps. Ça reste une solution d'alignement d'intérêts à long terme. Pas de crédit bancaire, pas de fonds d'investissement. Pas de crédit bancaire pour les raisons que j'ai évoquées. Pas de fonds d'investissement parce que dans ces niveaux de valorisation, on n'a pas besoin, d'accord, d'avoir une forme de dette à long terme qui est le capital externe. Et enfin, proposer le rôle de président d'honneur au cédant en lui proposant non pas, comme on le fait d'habitude, allez, un accompagnement de 6 à 12 mois qui est pénible pour tout le monde, mais plutôt un rôle à long terme qui est celui d'être le garant de la vision commune et votre alter ego pour échanger, mais également celui qui rassurera les clients, les fournisseurs et tout son écosystème en disant moi je reste, président d'honneur. Voilà. Donc voilà le blueprint, voilà comment à gauche, comment on le prépare, et voilà ce qu'on propose. Et si je dois conclure, parce qu'on pourrait encore en parler des heures, et on fera peut-être d'ailleurs une formation sur le sujet de plusieurs heures, tellement il faut détailler chacun de ces éléments. C'est un bon moment. Si vous restez prudent, et si vous savez construire une relation de partenariat avec les cédants. Les valorisations et les méthodes de financement délirantes auxquelles nous avons assisté ces dernières années appartiennent au passé et c'est une bonne nouvelle. Retour au réel. Juste pour vous raconter, l'année dernière, on a proposé à un de mes clients un truc qui s'appelle un financement multitranche. C'est un truc de malade mental dans lequel on te dit mais pour un seul contrat, on va faire la tranche capitale, la tranche mezzanine et la tranche de dette. D'accord ? Et tout ça, ben, nous, on va le prendre dans nos livres. Tu n'auras qu'un seul interlocuteur. Ouais. Ben, si quelqu'un sait ce que c'est que de louer un appartement, la différence entre locataire et propriétaire, ben, c'est la même chose. Hein. Il y a un seul acteur qui vous a fait la tranche capitale, la tranche mezzanine et la tranche d'equity, ça veut dire que vous avez déjà acheté beaucoup trop cher, au moins pour le montant de la tranche d'equity et de la tranche mezzanine, ça c'est du surprix. Mon opinion, hein, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et en plus, si vous le prenez auprès de la même personne, vous travaillez pour lui. Quelle que soit la nature des accords, la qualité du papier sur lequel ils sont imprimés. Donc tout ça, c'est fini. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui va nous purger un petit peu d'excès qui venaient perturber les entrepreneurs. Et enfin, comme toujours, c'est peut-être le plus important. Soyez respectueux du travail de nos aînés. Et poursuivez dignement leur aventure. Pas parce que quelqu'un a 68, 9, 10, 11, 12 ans et qu'il vous laisse les rênes de son entreprise, qu'il ne faut plus l'écouter. Il a une mémoire du marché, il a une connaissance, il sait d'où viennent les choses, il sait pourquoi les choses se font. Ce que vous ne savez pas parce que vous êtes peut-être trop jeune dans ce marché-là, en tout cas, ou même trop jeune tout court. Et puis, c'est facile de voir la poussière, de voir les défauts, de voir tout ce qu'il y a à améliorer dans une entreprise qu'on achète. Mais si elle a survécu plusieurs décennies, elle est passée à travers les crises. Et pour passer à travers les crises, elle s'est montrée résiliente. Donc à la fois, ça se respecte et ça se protège. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je sens que nous avons des questions. D'abord, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le deal soit perçu comme un deal de prédation avec
j'achète à pas cher et je vais revendre le lendemain très cher et qu'est-ce que tu es idiot de m'avoir vendu pas cher? C'est une super question. Super question. Si vous êtes dans cette logique-là, ben, vous n'êtes pas dans ce que j'indiquais, hein. Moi, ce que je vous propose, c'est essentiellement d'être en collaboration avec un autre entrepreneur qui vous passe le relais. Et je vous ai dit, il faut vous s'en montrer digne. Donc, si vous espérez que vous pouvez raconter à quelqu'un entre 60 et 80 ans des fariboles et qui ne vous voit pas venir, c'est que vous êtes complètement inconscient. D'accord? Parce qu'il les a déjà tout entendus. Et il en a dit lui-même un certain nombre de ces fariboles. Donc, si vous êtes dans une logique de je t'achète pas cher, je flippe le truc, et dans 9 mois, 12 mois, un an, hop, hop, par ici la galette, c'est écrit sur votre front. Et si vous croyez que ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas regardé dans un miroir depuis longtemps. Donc, si vous êtes dans ces approches-là, ça ne marche pas. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas interdit, quelques années après avoir acheté une entreprise, de la recéder. Il faut juste que ce ne soit pas le projet de départ. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est que ce soit un projet de rapprochement avec votre entreprise actuelle, c'est-à-dire qu'il y ait des liens qui se tissent, s'il y a des complémentarités, ou alors, si c'est une diversification et que c'est au niveau de vous en tant qu'actionnaire, donc votre holding ou vous à titre personnel, que se fait le lien, c'est un lien qui va vous engager. On n'est pas en train d'acheter des actions en bourse, on achète des actions qui vous donnent le droit de devenir ou de nommer le dirigeant d'un groupe d'hommes et de femmes qui a un projet, une vision, une mission. Donc, ce n'est pas le même genre de responsabilité. Je crois qu'il y a une autre question. Il y a une question de Frédéric, Salut Frédéric. qui fort de son expérience, du passé, des années 90, heu te fait remarquer qu'avec, les PGE qui ont été accumulés dans les entreprises et qui n'ont pas été dépensés pour l'instant et la rémanence des prix de 2019, on risque d'avoir une petite latence avant que les décotes arrivent vraiment, dans l'esprit de tous. Qu'est-ce que tu imagines comme, comme délai avant que ça arrive, dans la réalité du marché, avant que les gens se comprennent qu'effectivement, il y avait les prix d'avant et il y a les prix d'après. Alors, d'abord, hein, c'est comme dans le marché de l'immobilier, hein, il y a des gens qui vont continuer à penser que leur appartement vaut la même chose, leur immeuble vaut la même chose qu'en 2019, alors qu'on sait tous que c'est plus le cas. Bon, donc, il y a toujours une partie des propriétaires qui pensent d'actifs, l'entreprise c'est un actif, qui pensent que la valeur est restée la même. Moi, je vais vous raconter une anecdote. En juillet, j'ai aidé un de nos clients à acheter une entreprise en croissance de 20%, donc pas en difficulté, sans banque. C'est le cédant qui a fait le rôle du banquier avec l'obligation convertible. Il a acheté ça 3 fois l'EBITDA, donc pas 7 ou 10 fois, ou 12 fois. Il a mis une fois l'EBITDA en cash au closing, d'accord? Donc il a mis 18% du prix de vente de son propre argent. Et il a utilisé un argument dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement fort. Il a dit, si on fait ce modèle Melsion, d'acquisition, on a signé dans 90 jours. Si on fait le modèle classique, on a signé dans 3 mois, plus 3 mois, 6 mois. Eh bien, le cédant est particulièrement heureux, puisque là maintenant on a déjà du recul, d'avoir cédé son entreprise à un prix qu'il estime raisonnable compte tenu des circonstances, à quelqu'un qui a pris le relais dès le mois de juillet, qui continue cette croissance et accélère la croissance que l'entreprise a, et lui fait en même temps prendre un virage technologique. Donc la réponse, Frédéric, c'est beaucoup de chefs d'entreprise réagiront avec retard, comme toujours, mais depuis le mois de juillet, moi j'ai des dossiers que m'amènent et montrent mes clients dans lesquels il y a des cédants qui ont déjà fait le pas. Sans doute que le confinement leur a montré que le printemps, en Bretagne, au bord du bassin d'Arcachon, dans le Midi, là où ils l'ont passé peut-être parfois dans leur résidence secondaire, est un moment magique et que ça vaut peut-être le coup d'avancer plus vite qu'ils ne le pensaient
vers une réorganisation de leur vie autour d'un petit peu moins de travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà en tout cas la remarque que je peux en faire. Donc, Alors, Jean-Christophe, toi tu disais, est-ce que je parle de les associer? non, non, c'est Frédéric qui posait une deuxième question qui Ah, était d'accord. les risques qu'il y avait à mettre autour de la table l'équipe de l'entreprise. Et donc, Je l'ai dit, hein, c'est à double tranchant. Souvent, d'ailleurs, le cédant ne veut pas le faire parce que ça perturbe. Maintenant, il arrive un moment où la confiance s'établit déjà, j'allais dire, entre vous et le cédant, à titre personnel, hein, c'est une relation humaine. Une fois que cette relation humaine est établie, on peut commencer à suggérer que quelques membres de l'entreprise soient mis dans la confidence. Hein, je vous rappelle qu'une de nos règles très fortes, hein, parce qu'on a vu des clients faire ça et ça s'est mal passé, c'est on n'achète jamais une entreprise sans la visiter, sans rencontrer les gens qui la composent, sans parler avec eux. Et donc, ce n'est pas une transaction de papier, c'est une transaction humaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut anticiper un petit peu le processus du moment où on va aller voir euh, les équipes et ma raison de le faire, c'est que le projet commun à construire, il sera beaucoup plus fort s'il est co-construit. Et donc, plus vous pouvez aller vers une co-construction du projet commun entre bien sûr le cédant et vous-même, mais bien entendu entre vos équipes et les équipes du cédant, ou vous et les équipes du cédant, à minima, bah plus c'est solide. Alors oui, c'est difficile, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'acheter toutes les entreprises auxquelles vous allez penser. Il s'agit de dire, tiens, cette année, peut-être je peux en acheter une, peut-être deux, l'année prochaine, peut-être une, peut-être deux, et du coup, vous avez le choix. Hein. Donc, vous n'achetez que celles qui rentrent, c'est mon conseil, dans ce modèle que je vous propose. Et si ça s'écarte, si c'est trop cher, si on ne peut pas faire ci, si on ne peut pas faire ça, ah ben non, mais ma banque m'a dit qu'elle allait pouvoir me financer. Ça, c'est le deuxième dossier de l'été. Hein. Pas de problème, mes banques me financent, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. On arrive en signe d'intention, hein, et une semaine après, ben, en fait, c'est plus compliqué que prévu. Et vos banques, à vous, elles vous disent quoi? Ben non, moi je le savais depuis le mois de juillet que les banques, elles ne financeraient pas. Comment vous voulez financer une boîte qui perd 30% de chiffre d'affaires en 2020? Pas un comité de crédit ne laissera passer un dossier comme ça. Pas un. Et c'est logique, ils ont raison. Comment vous pouvez imaginer le niveau de cash flow futur quand vous êtes dans une année aussi épouvantable? Parfois. Voilà.